Voilà un an, je consacrais 2 épisodes à l'iceberg de la littérature française du XXe siècle. Je jetais des noms au large comme de la cendre, étage par étage, et les laissais couler en donnant quelques frêles informations sur chacun d'eux, non sans éviter une certaine redondance. S'entassaient, en voisins ennemis ou en frères courtois, un peu plus de 150 noms qui attendent toujours un hypothétique réveil. De certains d'entre eux, je connaissais déjà tout ou presque, pour peu que cette formule ne trahisse pas uniquement la vanité de celui qui la commet. D'autres, je n'avais encore rien lu. De cet iceberg objectif de la postérité, puisque décidément les formules creuses se suivent, j'ai promis de donner la suite, à savoir la version réorganisée selon mon verdict. Inévitablement, elle viendra, comme toute peine capitale, peut-être pour mon 3e anniversaire. De tous ces noms, un se détachait des autres, non par préférence ou par violente antipathie. Il surnageait au milieu de la mer des morts, parce qu'il était gonflé d'air, d'encre, de mots. Il surnageait parce qu'il était le seul écrivain encore vivant lorsque je publiais ce classement, en janvier 2024. Sans bien m'en rendre compte, j'avais en quelque sorte commis l'irréparable, proféré l'insulte suprême, faisant d'un vivant la proie de 160 squelettes, 160 fantômes suffisamment lourds pour entraîner ce vivant au fond des mers grises de l'amnésie. Qu'on ne me dise pas que c'était un honneur pour lui d'accompagner Philippe Soupeau, Julien Green ou Louis Guillou. Il ne faut pas faire mentir les intentions et les souvenirs, surtout pas avec cet auteur. J'avais seulement exercé mon droit le plus méprisable, affirmer qu'un écrivain serait négligé, effacé, alors même qu'il pouvait encore écrire et donner une œuvre éternelle. Cet homme-là déteste la vie, souffle Baza, vieux policier hanté par ses démons à Santi, un soir de confession précipité par l'alcool, la haine et la peur. La mort même ne lui suffit pas. Il veut une mort qui garde l'apparence du vivant. Tu as raison, Baza. Après tout, n'est-ce pas cela que je fais en m'acharnant sur les morts, croyant ranimer de mon sang vaniteux des chairs depuis longtemps dévorées par l'oubli? N'est-il pas nécessaire que tout soit mort, mortellement mort, pour que rejaillisse sur moi un peu de la gloire des autres? Je crois ressusciter une œuvre, je crois sauver un auteur, mais je ne fais rien de plus que de prendre appui sur un naufragé. Est-ce moi que je sauve en l'étouffant? Et si l'oubli n'était pas l'injustice contre laquelle je crois me battre, mais l'ultime paix, une fois le sommeil lavé de tous les cauchemars qui le hantent? Cet auteur pour lequel j'ai moi-même fixé le décret sans le savoir, pour lequel l'insalubre temps m'a donné raison, auquel je tente aujourd'hui de rendre justice, c'est Michel del Castillo, né en 1933, mort le 17 décembre dernier. C'est la dernière croix de mon cimetière. Oublieuse postérité. Hors-série numéro 2. L'ordre et le pardon. La nuit du décret parut en 1981 aux éditions du Seuil. C'est en apparence un polar. Santiago, dit Santi Laredo, est un jeune policier exemplaire de la ville de Murcie. Un matin, on lui annonce qu'il est muté à Huesca, ville morne au nord de Saragosse. On lui fait comprendre qu'avec ses états de service, c'est bizarre. Il mériterait mieux. Est-ce une punition pour une faute qu'il n'a pas commise? Flegmatique, Santi s'accommode de cette nouvelle. Après tout, un air moins étouffant lui fera du bien, ainsi qu'à Pilar, sa femme, avec laquelle les discussions sont faites de silence et de regret. Les mots agonisent dans leur gorge, tandis qu'ils détournent le regard vers les enfants. Le lit conjugal est silencieux comme un tombeau. Ils ont froid de parler, froid de s'aimer. Aussi, ce déménagement, même s'il n'est pas un avancement, devrait les aider, les sauver. Peut-être que la proximité des Pyrénées relancera le couple, avec la forêt, la neige, le grand horizon.
Le plus dur pour Santi, ce n'est pas d'avoir à vivre à Huesca, prévient soudain le commissaire Anselmo, le chef hiérarchique de la brigade. Le plus dur, c'est de passer sous les ordres de Parede. Il ne va tout de même pas le manger, rétorqua Garcia comme s'il avait bu de l'alcool. Le manger, non, répliqua Anselmo d'un ton sérieux. Mais le broyer, peut-être. C'est avec cette sinistre hypothèse que commence le roman. Avelino Parede est une légende dans la police. Une légende trouble, de celle qui attise autant la méfiance que l'admiration. On dit cet homme lugubre, très intelligent, d'une fermeté capable de rompre n'importe quel homme. On le peint dans le plus foncé des noirs, alors même qu'il est un des policiers les plus efficaces du pays. Il se murmure qu'il aurait pu, s'il avait accepté une compromission, finir à la tête de la police ou du ministère de l'Intérieur. Bien sûr, il a refusé. Cet homme chauve, aux yeux morts, qui s'approche lentement de la retraite, et d'une loyauté, d'une droiture sans commune mesure. Alors que Santi, le jeune policier, passe une dernière fois dans le bureau de son directeur, ce dernier lui raconte une anecdote. Parede avait donc coutume de dire qu'il existe deux sortes de policiers. Les policiers de raison, qui font ce métier pour vivre, et les policiers métaphysiques, que leur métier fait vivre. C'est une distinction amusante, encore qu'un peu futile, je le crains. Mais Don Avelino aimait à manier le paradoxe. En cela, il ressemblait à son idole, le philosophe Unamuno, qui lui aussi se plaisait à provoquer. Selon lui, le policier vrai, le policier métaphysique, réunissait en sa personne le prêtre et le pédagogue. Car la police, nous démontrait-il, dérive directement de la loi, qui est d'origine divine. Ce sont là les premiers jalons métaphysiques que pose Michel del Castillo dans cette histoire policière. Si le ténébreux Parede s'incline devant Dieu, il rejette d'un bloc la figure du Christ. S'il accueille la loi qui est l'œil sans cesse ouvert, tant celui de Dieu qui a laissé faire Caïn et permis la nécessité du mal, que celui d'Abel qui poursuit son frère, l'œil qui, dans des proportions humaines trop humaines, n'est rien d'autre que l'ordre, Parede récuse le Fils de Dieu, car ce dernier n'est que pardon. Loi et pardon ne peuvent coexister chez le policier, à moins d'en inverser l'ordre, ainsi que l'Église, je cite, qui pardonne d'abord et livre ensuite le coupable au bras séculier. Santi, intrigué, possédé lui aussi par le golem de la justice, se laisse envahir par la figure d'Avelino Parede. La nuit du décret se transforme rapidement en roman de possession où la philosophie, la théologie et la métaphysique tiennent lieu de fantastique et d'horreur. Dans le demi-jour de l'âme, le fantôme de Parede est au travail. Chaque seconde qu'il ravit à la conscience de Santi semble définitivement perdue. À la place, menaçant, brumeux, ce spectre grandit. Lentement, les barrières de Santi s'effondrent parce que la fascination qu'il éprouve pour Parede semble aussi puissante que l'homme lui-même. Si Parede est capable de faire plier tout homme qui l'interroge, il est aussi, alors que Santi n'est pas encore conscient, capable de rompre à distance un homme qu'il ne connaît pas encore. Tel semble être le pouvoir totalitaire de Parede. Santi, qui enquête toujours plus sur Parede, croyant avancer ses pions en prenant les devants, ne comprend pas encore qu'il se jette dans la gueule du loup. La première brèche qu'ouvre Parede est d'ailleurs presque inconsciente. Un rêve favorisé par la moiteur étouffante d'un été qui ne veut pas mourir. Un rêve visqueux où se mêlent diverses figures, et notamment celle du père de Santi. Père qu'il a toujours trouvé veule. Lui revient en souvenir l'instant de césure, l'instant si longtemps oublié, celui qui fera basculer Santi
dans la détestation et qui changera à jamais son regard sur le monde et les hommes. De ce moment charnière, de cette vérité horrible vomi par une mer de métal, vérité bien plus métaphysique que factuelle, circonstancielle, qui colle au palais, aigre, dégoûtante, il restera toujours la marque dans la vocation de Santi. Le soupçon sera désormais sa loi. Cet instant funèbre de vérité, qui est une forme symbolique de l'abandon qu'a subi Michel del Castillo enfant, marque le moment précis de la décomposition de l'existence, de la chute invisible. Santi va alors chercher ce même moment chez Parede, sans comprendre que c'est Parede qui vient de remporter une victoire contre lui, alors même qu'il ne l'a pas encore rencontré. C'est le vieux policier qui a remué les tripes de Santi jusqu'à lui jeter au visage cette violente vérité refoulée. Mais il n'y prend garde et continue à soupçonner Parede d'abjection. Il sait bien que, je cite, « sous l'ordre le plus accompli, des ombres glissent, menaçantes ». Il sait bien que Parede est coupable. De quoi ? Nul ne le sait encore, mais dans cette Espagne en guerre qui a vu grandir et prospérer la réputation de Parede, se cachent forcément dans le sable et sous les pierres des cadavres. A-t-il tué avec les franquistes ? Peu à peu, d'interrogatoire en voyage, un portrait va se dégager. Portrait ambivalent, bien que banal. Tout est mis en œuvre par le romancier pour nous faire croire qu'un démoniaque secret se cache derrière les yeux morts, expression qui revient tant, de Parede, alors que chaque découverte faite par Santi nous amène vers la même conclusion. Avelino Parede est simplement un enquêteur hors pair, si doué pour piéger les suspects que nous devrions seulement l'admirer. Alors, pourquoi imaginer que ce Parede est l'émanation absolue du mal ? L'admiration, chez Michel del Castillo, est-elle la part du démon ? L'admiration, l'adoration, est fatale pour Castillo. Elle est, je cite, « le consentement à la chute », comme chez Dostoïevski, qu'il a découvert adolescent dans de difficiles circonstances et auquel il a consacré un singulier essai, Mon frère l'idiot, dans lequel il s'adresse directement à Dostoïevski. Plus qu'un effondrement, l'admiration est une damnation. Loin d'être seulement le ressort dramatique de la nuit du décret, elle est aussi celui de l'existence de Michel del Castillo, qui écrit se sentir, je cite, « condamné à la passion filiale », lorsqu'il évoque sa mère, qu'il accuse de l'avoir, je cite à nouveau, « tuée à l'âge de 9 ans, de sang-froid, avec préméditation. Elle qui a fait en sorte que je crève en l'adorant. » Il y aurait fort à dire à propos des tragédies de l'enfance de Michel del Castillo, de la succession de désillusions à propos de sa mère, de son père, à propos de l'Espagne à laquelle le narrateur du Crime des pères voue une détestation sans nom. Cette Espagne qui n'est même plus pathétique, mais je cite, digestive comme le ventre de Sancho Panza. Et il y aurait fort à dire à propos de ses errances dans l'Espagne en guerre, puis dans la France en guerre, dans un camp en France, puis en Allemagne nazie, après que sa mère l'a abandonné. On pourrait alors croire l'adolescent au plus bas, à deux doigts de se laisser mourir dans une cave, dans l'obscurité, mais il découvre soudain Dostoïevski, grâce à un vieux maître. Inutile de dire que le choc est incommensurable. Très clairement, Castillo découvre, je cite, que le monstre le plus monstrueux, c'est le monstre aux sentiments nobles. Et de son dortoir, il pressent tout. Ce que fut sa mère, ce que fut son père, ce qu'est un bourreau, ce qu'est une victime, la faiblesse, l'indignité, la guerre et l'Espagne. Il obtient, avec Dostoïevski, la confirmation de ce qu'il redoutait. Le monde est la tanière d'un mal infini.
curieusement, c'est ainsi que Michel del Castillo renaît. Dans l'acceptation d'une ignominie sans borne, dans l'acceptation de la lâcheté paternelle, l'auteur reprend vie, se sauve de l'abîme. Non parce que son éventuelle part démoniaque est justifiée, non parce qu'il se laisse aller à un nihilisme juvénile, mais parce qu'il découvre la puissance des mots. Il le dit à Dostoïevski dans Mon frère l'idiot, « Je ne tiens debout, depuis l'adolescence, que par la langue qui me porte et me supporte. Elle est mon identité, mon unique dignité. À ton appel, je me suis relevé dans mon caveau. J'ai défait les bandelettes qui m'enserraient. J'ai marché vers la lumière des phrases. » Cette soudaine invasion des mots, cet assaut lancé par les phrases contre Castillo, le soumet bien vite. Le langage plante avec brutalité son drapeau lumineux dans le cœur de l'adolescent, scellant à jamais plus qu'un amour, une raison de vivre. La vérité de l'écriture écrase et défait, toute honte bue, la vérité de la matière. Si cette découverte ravive l'étincelle de vie, elle ne résout rien pour autant. Quand l'âge d'homme viendra et l'écriture avec, alors Michel del Castillo pourra dire, vivant et mort à la fois, pour le pire bien plus que le meilleur, avec Georges Bataille, la littérature, c'est l'enfance enfin retrouvée. Michel del Castillo est de ces romanciers qui concèdent écrire toujours le même roman, ou pire, qui affirment écrire toujours le même roman. Par exemple, l'ordre furieux, l'ordre inébranlable est incarné par Avelino Parede dans La nuit du décret et l'est par Anton dans Le crime des pères. Le fils fantasmé, le fils rêvé, celui qui ne veut pas venir, l'est par Miguel dans Le crime des pères et l'est par Santi dans La nuit du décret. Nieves, la femme d'Anton, est toujours enceinte ou presque dans Le crime des pères parce qu'Anton veut à tout prix avoir un fils. Amelia, la femme de Parede, est d'une obésité macabre. Symbole d'une rotondité qui mène plus sûrement à la mort du couple, à la mort de l'être, plutôt qu'à l'amour et à la création. Ainsi sont les images innombrables, toujours les mêmes, toujours légèrement différentes, qu'utilise Michel del Castillo dans ses œuvres, qui proviennent de la même intarissable et dangereuse source, à savoir la mémoire. La mémoire qui n'est jamais certitude, peut-être vérité, sans doute subterfuge. L'auteur se livre à une véritable phénoménologie de la mémoire, tout en ne rognant jamais sur l'art romanesque. Ainsi en est-il par exemple de l'abysse qui se creuse sous nos pieds, quand l'on comprend tout à la fin de La nuit du décret. Michel del Castillo est bien un hidalgo, comme Don Quichotte. Lui aussi a renoncé en partie à son nom comme Alonso Quijano, pour marquer autant la défiance à l'égard du pays de naissance que l'attirance pour celui de l'exil. Lui aussi est aveuglé, mais pour lui les géants sont des cimetières et non des moulins à vent. Il se bat contre des tombes à moitié ouvertes, pactisant avec la main squelettique qui dépasse, ne perdant jamais définitivement, ne gagnant pas plus, puisque chaque livre aggrave son état. On finit par mourir non de ce qu'on a vécu, mais de ce qu'on écrit, note l'auteur. Un mot à propos de toi, Santi, avant que je retourne vers ma honte silencieuse. Depuis tout à l'heure, j'accable Parede. J'en fais le génie noir de l'Espagne. J'attaque la vieille sentinelle de Huesca et je te fais passer pour sa victime. Mais es-tu innocent, Santi? Tu es bien un policier rigoureux, pondéré, juste. Mais la sainteté ne se gagne-t-elle pas à mesure que l'on s'éloigne de sa faute? Ne devient-on pas exemplaire quand on a précisément quelque chose à se reprocher? Tu ne souris pas, Santi. Donc tu n'es pas de ceux qui cachent une fêlure derrière des dents pourries, mais ton calme dissimule une vieille tempête.
Te souviens-tu de tes 12 ans ? Te souviens-tu de l'automne qui arrivait avec un nouvel instituteur ? Il s'appelait Ángel Linares, venait de la province de Cadix. Il était beau comme un ange, avec ses yeux bleus comme le premier ciel et ses cheveux blonds. Il exsudait le bonheur, voulait le répandre partout autour de lui, avec l'instruction, avec la bonté. Il a su séduire tout le monde dans le village. Et toi le premier, Santi. Ne te souviens-tu pas ? Vous erriez dans les collines avec tes amis, à la recherche de trésors, ou vous prêtant la main pour les découvertes adolescentes, chassant les serpents, sifflant les filles. Oui, vous n'étiez encore que ces démons morveux qu'attirent les petits forfaits. Certes, Santi, tu étais différent. Pour toi, il y avait le père. Ce père qui t'avait soudain trahi en te révélant, un jour, qu'il détestait l'Espagne. Ce père qui t'avait donné l'unique leçon qui vaille. Une déception mortelle mettra un point final à cette vieille histoire qu'est l'homme. Quelle ne fut pourtant pas ta surprise quand plus tard, il ouvrit la bouche pour proférer, pour te prévenir. De cela tu ne te souviens pas, n'est-ce pas ? Tâche de bien travailler à l'école, avait-il dit. Don Ángel est un excellent maître, et il peut faire de toi, si tu t'appliques, un homme de bien. Que veut dire ce silence qui se prolonge ? Pourquoi baisses-tu la tête, Santi ? Tu as pourtant bien travaillé à l'école. Tu te pâmais devant ce tableau noir où Ángel avait effacé les vieux sermons de l'ancien maître. Les craies ne hurlaient plus pour écrire « L'oisiveté est mère de tous les vices », mais elles chantaient pour noter « Le respect de soi commande le respect des autres ». Tu crois que je cite cette phrase par hasard, Santi ? Allons. La politesse et le professionnalisme n'ont rien à voir avec le respect. Un chien qui s'assoit en rêvant de te mordre n'est pas moins éduqué que toi. Vous partagez très précisément le même mensonge carnassier. Vous êtes maître de l'illusion, de la dissimulation. Tu crois être un homme, Santi ? Tu n'es qu'une bête. Tu commences à croire les racontars et à penser que Parède est le diable. Mais que penserait un homme qui mènerait une enquête sur toi ? Sous l'ordre le plus accompli, des ombres glissent, menaçantes. Commences-tu à voir où je veux en venir, Santi ? On n'est jamais fasciné que par ce qui nous fait peur, nous révulse d'un plaisir avilissant, parce qu'on pourrait lui ressembler. En traquant la vérité de Parède, c'est la tienne que tu vas découvrir, Santi. Souviens-toi d'Ángel Linares, souviens-toi du professeur, souviens-toi de la jalousie enfantine de ton rival pour être le premier de la classe et des émois de la chair. De quelle vérité cette mixture hideuse pourrait bien accoucher ? N'oublie pas, Santi, ce n'est pas Ángel qui a trébuché. C'est toi qui l'as poussé à la faute en le traînant dans cette tanière à l'abri des regards. À cet âge-là déjà, tu rôdais dans les sous-sols de l'humanité. Qu'est devenue la lettre que tu as écrite ce matin-là ? Qu'est devenu Ángel ? Comment oses-tu encore parler d'ordre et de justice aujourd'hui ? Le seul ordre qui vaille, c'est la continuité inébranlable du mal. On entend d'ici son rire sec à postérité perpétuelle, comme disait René Daumal. Tu ne vaux pas mieux que Parède. Tu es Parède. Vous êtes l'incarnation parfaite de l'hypermorale banale du mal de Georges Bataille. Pourtant, Santi, que pourrais-je te reprocher ? Toi qui as découvert à 12 ans que le ciel bleu est un ciel veule, que l'herbe verte est une herbe veule, que le sable ocre est veule, que l'horizon entier n'est que veulerie. Comment pourrais-je te reprocher d'avoir succombé un instant de trop, un instant fatal, à cette lâcheté universelle ? Repense à Dostoïevski. Chacun de nous est coupable de tout, envers tous. La loi et le pardon,
Dieu est le Christ. Dans l'abjection, tu as été un petit Dieu. Tu as senti les pleins pouvoirs. En cela, Santi, je suis ta sœur.